et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Martin Génaud, entrepreneur et investisseur. Martin est un multi-récidiviste, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou investisseur. Il a commencé à sévir il y a plus de 20 ans. Il a quelques beaux noms à son actif comme Photobox, Motoblues, Masberry ou encore Melty et j'en oublie beaucoup. Aujourd'hui, Martin, entouré d'entrepreneurs à succès, accompagne des entreprises dans le secteur du digital via la structure Les Entrepreneurs Réunis. Donc notre invité a un poste privilégié pour analyser et commenter les conséquences et les impacts du Covid-19 sur l'écosystème e-commerce. Alors bonjour Martin, depuis bientôt 2 mois, nous sommes confinés. L'économie du pays tourne au ralenti. Selon toi, comment les acteurs du e-commerce ont-ils abordé ce défi ? Bonsoir Cyril, enchanté de pouvoir discuter avec toi sur ces sujets. En réalité, tu dis comment ont-ils abordé ce défi, comment ont-ils abordé cette crise. Ouais. Alors, je vais te répondre de façon assez simple. D'abord, en citant une phrase de Churchill qui disait « Il n'y a que la nuit que l'on voit les étoiles ». Eh bien, les entrepreneurs, dans cette situation de crise, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines failles sous la banquise qui risquaient de la briser et de les emporter. Ça, ils ne le voyaient pas forcément avant. Ils ont vu aussi qu'il y avait certaines opportunités qu'ils n'osaient prendre, saisir, et ça, ils n'en avaient pas forcément la volonté avant, peut-être l'ambition. Et donc, ils l'ont abordé tout d'un coup en se rendant compte qu'il y avait des opportunités incroyables à prendre et qu'il y avait des failles dans leur système et que parfois, il fallait changer leur business model. Donc, tout ça était un révélateur et un accélérateur pour ceux, en tout cas, qui avaient envie de regarder les étoiles dans ce passage assez difficile. Et alors, tu as des exemples un peu à nous, où tu peux illustrer un peu ces nouvelles étoiles ou ces façons de revoir, de remodeler écoute, alors, on peut dire que, par exemple, il y a des pivots qui étaient en cours qui se sont accélérés. Si je prends l'exemple de Creats, une société que tu connais peut-être, qui utilise en réalité un pool de freelance créatifs, environ 5000, pour faire avec des chefs de projet en interne des créations, des logos, des vidéos, du naming pour des grands groupes. Eh bien, il a accéléré tout ça. Il a simplifié un certain nombre de choses. Pendant la crise, il a signé avec Pinterest un accord exclusif sur la moitié du monde où les commerciaux de Pinterest vendent les créatifs de Creats. Et puis, il a rencontré une autre société qui s'appelle Melty. Et Melty lui a dit tu peux me faire des vidéos, tu peux me faire du contenu parce que tout compte fait, j'étais limité dans le domaine et j'ouvre ma palette et les premières vidéos sont faites par les créatifs de Creats pour les auditeurs de Melty. Tu vois, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu hors crise. D'accord. Donc, en fait, c'est... J'ai des centaines d'exemples comme ça. Oui, il faut survivre. Oui, il faut trouver de nouvelles solutions. Oui, on en rêvait peut-être un peu. Il y a un modèle aux États-Unis qui fonctionne sur ce type-là, de celui que je viens de te dire entre Creats et Melty, qui s'appelle Jelly Smack. Oui, mais ils ont levé énormément. Non, tu peux le faire et tu peux le faire assez simplement parce que il n'y a pas le choix.
Ouais, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que face à la contrainte, finalement, on s'est relevé les manches et puis les acteurs, quels qu'ils soient, les entreprises, finalement, ont eu l'audace de faire, Ben, d'essayer des choses qu'ils n'auraient jamais osé essayer, quoi. voilà, il est beaucoup plus facile d'oser et de prendre des risques, sachant que de toute manière, ce n'est plus un risque. Il faut le faire. Donc tu vois les étoiles. Ouais. Et ça, tu as le sentiment qu'en fait, il y a quand même une grande majorité des entreprises que tu peux voir, que tu connais dans ton écosystème, qui se sont mobilisées de la sorte, qui ont essayé finalement, qui se sont accordés le droit à prendre des risques qu'ils n'auraient pas osé faire avant. Oui, il y a même des sociétés, si tu veux, alors ça c'est sur un autre plan, qui avaient envie de donner un sens et de générer de l'impact à partir de leur force sur la société et qui se disaient je peux pas le faire, j'ai pas le temps. Je connais une société qui avait même préparé des opérations de type humanitaire entre guillemets et qui l'ont fait parce qu'elle n'avait plus rien à faire. Donc tu vois, et les équipes se sont motivées, ont trouvé un sens, et parfois d'ailleurs, ce sens engendrera de nouvelles opérations commerciales. Je t'en cite une qui s'appelle Lucky Cart, qui fait du couponing. Il a immédiatement demandé à tous ces grands annonceurs de faire une opération couponing qui irait à la Fondation des Hôpitaux de France. Ouais. Tu vois, ça c'est assez extraordinaire. Ouais. Mais parce qu'il avait cette opération dans ses cartons. Il ne l'aurait pas sorti sinon. Ouais. Ouais. Donc en fait, ouais, ça l'a un peu, ça a éteint les peurs, ça a permis finalement de sortir d'un certain carcan. Et Oui, et d'accélérer des expériences. Tu vois, ouais. je te cite, mais je pourrais y passer toute la nuit à te citer des opérations à impact, à sens, qui généreront de nouveaux business. Par exemple, TikTok. TikTok, c'est une société qui fait travailler des grands chefs un peu à la façon de traiteur et qui va livrer donc des repas de ces grands chefs pour les grandes entreprises, type L'Oréal, LVMH, qui va du coup avoir des plateaux repas de très grande qualité et puis de chefs de proximité. Hmm. Et donc, il a fait la même chose pour tous les soignants. Il a, les grands chefs ont reçu de la matière première, donc des ingrédients gratuitement. Ils les ont préparés gratuitement. Les livreurs les ont livrés gratuitement et ils ont fait 10 000 repas. Ouais, ça c'est Et tout ça est une chaîne qui s'est construite, alors sur le mode gratuit, contributif, mais qui va générer du business plus tard parce que tous les processus ont été accélérés. Jamais on n'avait fait autant de repas sur TikTok qui a démarré il y a 3-4 ans. Donc tu vois, tout ça, ce sont des moyens de dépasser ces angoisses, de faire des tests aussi, et parfois de découvrir des failles, et très souvent de découvrir des failles en soi. Oui, d'accord. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, d'un côté marché, pour aller plus loin sur le marché, finalement, les entreprises, elles font face à des enjeux qui sont nouveaux. Et finalement, tu les illustres un peu au travers de l'agilité avec laquelle elles ont dû s'adapter et puis prendre finalement ces nouvelles contraintes de marché. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi ces nouveaux, pour aller plus loin, ces nouveaux enjeux d'un point de vue de l'offre, de la relation client, de l'acquisition? C'est quoi ces nouveaux challenges auxquels finalement toute activité e-commerçante doit faire face? Alors là, tu réduis le champ en disant toute activité e-commerçante, donc les enjeux auxquels les activités, enfin où les e-commerçants doivent faire face. Moi, je dirais, les, qu'est-ce que révèle cette crise? Elle révèle qu'il y avait des tendances de fond avant la crise qui ont été dans une sorte d'accélérateur, accélérateur au sens quasiment nucléaire du terme, et qu'à la sortie, il va en rester quelque chose. Qu'est-ce qu'on a vu qui s'est accéléré? Eh bien, toute la digitalisation, l'e-commerce, la logistique de proximité, le sens, les impacts. Et donc, toutes les entreprises qui sont dans cette optique, qui ont cette ambition
de la digitalisation de leurs clients, de donner du sens et de l'impact aux actions de leurs clients, donc tu vois, Bicorp, RSE, etc. Tout ça va s'accélérer. Donc les enjeux, ça va être de participer et de voir en soi où est-ce que je peux utiliser cette digitalisation accélérée, ce sens accéléré, cet impact accéléré pour moi-même en profiter et le diffuser. Ouais, finalement, c'est aussi parce que le consommateur, il a accéléré lui aussi sa sensibilité à ce genre de sujet. Des business à impact, des sujets RSE. Oui, La crise l'a conforté dans quelque chose qui était sous-jacent avant la crise, ou qui était en train d'éclore ou de s'accélérer déjà. Mais finalement, tu parlais du terme d'accélérateur. C'est vrai que la crise a aussi, comment dire, changé un peu le mindset des consommateurs par rapport à ces questions-là. oui, bien sûr. Et donc, alors je ne dis pas que tout sera après comme pendant. C'est-à-dire que je pense que l'humain reste humain avec son altruisme, ses égoïsmes et ses habitudes qui reviendront. Néanmoins, il en restera une accélération d'un certain nombre d'habitudes qui d'ailleurs vont petit à petit perdurer. Et puis, tu vois, par exemple, ceux qui voulaient acheter un aspirateur de jardin, des outils chez le roi Merlin, bah, ils ne pouvaient plus aller chez le roi Merlin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, je vais voir sur le site de le roi Merlin. Et ils se sont rendus compte que bah, ils pouvaient aller chercher devant le roi Merlin, sur certains créneaux, Ouais, leur commande. le drive. Bah, voilà, le click and collect, le drive. Bah, ça, je dirais, mes expériences sur le roi Merlin ont été assez pauvres. Et puis, plus le temps passe, tu vois, il y a 4 semaines, il y a 3 semaines, 2 semaines, ils sont de meilleurs en meilleurs. Donc, et puis c'est quelque chose qui va rester. Mhm. Pourquoi ils sont de meilleurs en meilleurs? Parce que s'ils ne le font pas, c'est ce que je disais au début, ils sont sur une banquise qui va éclater. Parce que je vais aller chez Mano à Mano, je vais aller chez d'autres personnes, quoi, qui savent le faire. Donc, il faut que toutes ces entreprises s'accélèrent et dans le bon sens du terme. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'était un peu la question de la fin que je voulais te poser. D'un point de vue, enfin, au sein de les entrepreneurs réunis, LER, vous accompagnez quand même pas mal d'entreprises, euh, principalement sur des sujets des entreprises digitales. Les défis majeurs qui les attendent dans les prochains mois, t'arriverais un peu à nous les définir? Ah, les défis majeurs, ils sont vraiment, ils font partie alors je sais pas si tu avais deux premières questions auxquelles j'ai bien répondu, mais elles font partie des réponses et de la continuité de ces deux premières questions. C'est-à-dire que leur défi majeur, c'est en sortant de cette crise, dans un mode un peu de survie, d'en tirer des leçons qui seront des opportunités. Et donc, c'est ce que j'ai dit, souvent l'accélération, c'est aussi beaucoup de savoir communiquer ce qu'on a appris pendant cette crise. Alors, communiquer en interne, tu vois, premier point, survivre. Deuxième point, en tirer des leçons et trouver des opportunités en mode survie. Troisième point, communiquer en interne sur ce qu'on a réussi de bien dans ce moment difficile et communiquer en externe sur ce qu'on a su créer. Et ensuite, je dirais, assumer ses ambitions à partir de ce que l'on a appris. C'est-à-dire, je dirais, le défi majeur, c'est ne plus avoir peur d'oser risquer. Ouais, d'ailleurs, à propos de la communication, il y a effectivement une forme de prise de risque nouvelle, parce que il va falloir prendre la parole dans un flux énorme de prise de parole, puisque toutes les marques, toutes les entreprises vont vouloir la prendre. Il y a un enjeu fort là-dessus, de savoir correctement communiquer par rapport aux enjeux, enfin, à la psychologie finalement de ses clients ou de... euh, Oui, là, tu vois, je vais te dire, effectivement, c'est un vrai sujet. Et d'une certaine manière, j'étais assez optimiste sur la nouvelle génération qui monte, donc les millenniums, et après les millenniums, parce que je voyais des créateurs d'entreprises de plus en plus tournés vers l'impact, vers des actions avec du sens. Eh bien, ça aussi, je pense,
que c'est accéléré. C'est-à-dire que peut-être que cette génération va ou a pris le pouvoir parce que c'était eux le centre névralgique de ce qui se passait. C'est-à-dire c'était le digital était plus fort chez les millenniums que chez les entrepreneurs un peu plus aguerris et cette envie d'impact était plus forte aussi chez eux. Et donc du coup, je pense qu'ils vont prendre le pouvoir et que les annonceurs, s'ils ne l'ont pas compris, eh bien il faut qu'ils comprennent très vite et ils vont devoir communiquer à ces gens qui prennent le pouvoir, qui sont les millenniums. Tournez-vous vers, je ne veux pas faire de publicité, mais tournez-vous vers Melty, tournez-vous vers les médias des jeunes, essayez de les comprendre et essayez de donner des communications, essayez de communiquer avec quelque chose qui a du sens pour eux, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Bah écoute, ça rejoint assez bien différents témoignages que j'ai pu enregistrer, dont tout de suite je pense à celui de Nicolas Rohr de Fago, qui peut-être que tu connais, est une entreprise de vêtements pour hommes, qui est une entreprise à impact, qui s'adresse aux millenniums et qui leur dit, voilà, moi j'ai un bilan carbone à zéro. Et donc c'est peut-être effectivement ça, aujourd'hui, le nouveau pouvoir. Ben, écoute, ce serait une très belle chose. Bon, bah écoute, moi je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Martin d'avoir assez promptement, hein, parce que ça a été un peu la dernière minute. Oui, tu m'as appelé à 5 minutes. Hein, voilà. Soyons francs. Voilà. C'était très spontané. Il est 22h30 le 4 mai quand on enregistre ce témoignage et il sera diffusé demain matin. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu ton analyse et puis tes réflexions autour des conséquences et des impacts du Covid-19 sur le business en général. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement et merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Martin Génaud de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Merci à vous tous encore et si vous voulez me laisser un message, n'hésitez pas au travers du site lesdigitaldoers.com. Au revoir. Alors, bonsoir à tous et surtout bonjour à tous. Ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci Martin.